Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur de Reddit. Ce sont des threads d'horreur que j'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. Attends, je raconte pas deux fois les mêmes histoires, t'inquiète pas. Mais c'est des threads d'horreur qu'en fait que j'avais enlevé parce que sinon les vidéos étaient trop longues, parce que ces threads d'horreur là sont particulièrement conséquents. Mais ils étaient tellement bien que je voulais quand même les raconter, donc je les ai rassemblés dans cette vidéo pour vous les partager. Donc vous inquiétez pas, ce sont des threads d'horreur que vous n'avez jamais vus sur la chaîne et j'espère en tout cas que vous les apprécierez. Actuellement il est en train de pleuvoir, je sais pas si ça s'entendra dans la vidéo ou quoi, sinon ça vous fera une petite ambiance pluie, tranquillou, pour regarder la vidéo sous la couette. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus à suivre mes aventures sur YouTube. Vraiment ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de soutien derrière moi, vraiment ça me touche et ça me pousse énormément, en plus de la passion, à continuer les vidéos, donc j'espère que ça continuera encore pendant longtemps. Sans plus attendre les amis, on est parti pour se plonger. Je vous jure que je l'ai pas dressé pour faire ça, mais il doit kiffer les threads d'horreur. Donc sans plus attendre les amis, on est parti pour se plonger dans ces deux threads d'horreur. Dans ce premier récit, on va voir le témoignage de Sanae. Sanae nous dit qu'elle avait 16 ans, qu'on était un vendredi ou un samedi soir, qu'elle était tranquillement chez elle, quand elle a reçu un message. Un message qui venait d'un numéro qu'elle n'avait pas enregistré dans son téléphone, donc le numéro apparaissait tel quel, et ce message disait « Est-ce que tu veux sortir, tu fais quelque chose ?» Personne n'avait signé ce message, du coup elle n'avait aucun moyen de voir qui c'était. Elle a répondu à ce message pour demander qui c'était, et directement le numéro qui lui avait envoyé le fameux message l'a appelé. C'était un ami, Hong, qui l'avait contacté. Sanae est très surprise parce que ce fameux Hong était quelqu'un d'assez réticent vis-à-vis de la technologie, il n'avait pas de téléphone, et du coup Sanae était plutôt contente de se dire bah tiens, ça y est, il a franchi le pas, il a pris un téléphone. Sauf que Hong lui dit que ce n'est pas son téléphone à lui, mais celui d'un ami. Malheureusement ce soir-là, Sanae devait se coucher assez tôt, du coup elle a refusé la fameuse sortie qui lui était proposée, et elle a donc raccroché, elle est ensuite partie se coucher. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vers minuit, Sanae a reçu un autre message, du même numéro, du coup elle se disait que son ami Hong l'a recontacté, sauf que pas du tout. Ce message disait « Salut, je suis Daniel, l'ami de Hong. Je suis en train de m'ennuyer, donc est-ce que ça te dit qu'on discute un petit peu ?» Étant assez jeune et pas encore endormie, Sanae se dit « C'est l'ami d'un ami, pourquoi pas entamer une discussion ?» Elle ne voit pas de mal, pas de problème à cette situation. Il parle un petit peu, c'était une conversation qui n'avait aucun but, il parlait de tout et de rien, mais il n'y avait pas de sujet bien précis à cette conversation. Et à 2 h du matin, ce fameux Daniel appelle Sanae. Daniel dit que Sanae lui paraissait gentille, et que du coup il voulait discuter de vive voix avec elle. La conversation s'est très bien passée, ils ont rigolé, ils ont passé un bon moment, et puis à la fin ils ont raccroché. Le lendemain matin, Sanae reçoit un nouveau message de Daniel. Toute la journée, ils discutent ensemble, et le soir, ils échangent de nouveau par appel, par téléphone. Tout au long de cette journée, elle en a appris un peu plus concernant ce jeune homme. Il travaille dans un centre commercial, dans un magasin précisément qui se trouve dans ce centre commercial, et d'ailleurs Sanae est plutôt une cliente régulière de ce magasin. Ils parlent de plusieurs choses, de là où ils vivent, vraiment des conversations très bateau. Ils apprennent en échangeant qu'ils ne vivent pas si loin l'un de l'autre, à 20 minutes à peine en bus. Sanae apprend que ce fameux Daniel sait à quoi elle ressemble, parce qu'il a vu des photos que Hong lui a montrées, où elle était présente dessus. Il a également vu des pages de réseaux sociaux de Sanae. Néanmoins, Sanae, elle, n'a aucune idée de à quoi ressemble ce fameux Daniel, parce que lui n'a pas de réseaux sociaux, comme Hong. Sauf qu'à cette étape-là, Sanae, elle s'en fout de à quoi ressemble ce fameux Daniel, parce qu'elle, elle n'est pas intéressée par une relation avec lui. Le temps passe, une semaine à peu près, où le même type de journée se passe, où elle discute tranquillement avec Daniel pendant pas mal de temps. Vient donc ensuite des vacances scolaires. Daniel, comme Sanae étant libre par rapport au temps, ils n'ont plus école, donc ils sont plutôt libres de faire ce qu'ils veulent, va pousser Daniel à dire qu'ils devraient se rencontrer vu que ça fait pas mal de temps qu'ils discutent et qu'ils sont libres tous les deux. Sanae, à ce moment-là, elle en a pas vraiment envie. Du coup, elle dit à moitié la vérité en disant qu'elle a des cours de rattrapage avec un tuteur, enfin qu'elle n'est pas disponible. Et c'est là que le comportement de Daniel va changer un petit peu. Il va envoyer de plus en plus de messages. Si jamais Sanae ne répond pas assez rapidement à son goût, il va envoyer encore plus de messages. En soi, c'est comme si ces deux personnes étaient en couple. Et Sanae a mis d'ailleurs les points sur les i par rapport à ça. Elle a dit « Désolé si je réponds pas, c'est que je suis occupé, mais je te réponds dès que je le peux. » Mais ça ne change rien au comportement de Daniel. Il continue de la bombarder de SMS. Et à chaque fois, il est assez insistant sur un fait, celui de la rencontrer en personne. Et à plusieurs reprises, il va dire qu'il est pas loin de sa ville et qu'ils devraient se rencontrer. Plusieurs fois, il est très insistant à ce sujet-là. Au bout d'un moment, Sanae en a marre et elle décide de ne plus répondre. Sauf qu'elle va recevoir un appel d'un numéro qu'elle ne connaît pas, mais un numéro qui semble venir de sa ville. Elle décroche,
et à sa grande surprise, elle se rend compte que c'est Daniel. Daniel réitère encore une fois sa demande, il dit « S'il te plaît, est-ce que tu veux qu'on sorte? J'aimerais qu'on se voit et tout ». Et là, Sanae dit qu'elle n'est pas chez elle. Elle invente des mensonges pour se sortir de cette situation qui commence à l'agacer. Pour se désengorger de cette situation, elle dit « T'inquiète pas, je t'enverrai un message dès que je serai libre et qu'on pourra se voir ». Elle raccroche et elle analyse un petit peu le numéro qui l'a appelé. Elle se rend compte que c'est un numéro qui vient d'une cabine téléphonique de sa ville, et cette cabine téléphonique se trouverait à une rue pas trop loin de celle où elle vit. Est-ce qu'on n'aurait pas de quoi s'inquiéter déjà à ce moment-là? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà des petites lettres rouges dans nos têtes qui indiqueraient « Attention, attention, potentiel danger en approche ». Daniel ne lâche pas l'affaire, elle continue d'envoyer plein de SMS à Sanae. Sanae, elle commence à se dire « Il commence à me saouler, je ne réponds plus ». Mais la situation a commencé à inquiéter un peu plus sérieusement Sanae. Parce que, ayant pas mal conversé avec ce Daniel, elle a notamment dit où elle habitait, ce qu'il y avait dans sa rue, qu'il y avait un collège, du coup, forcément, pour le jeune Daniel, qui a l'air d'avoir un esprit assez particulier, il pouvait réduire un peu la zone de recherche, justement, pour retrouver Sanae si jamais il la cherchait. Il savait quel bus elle prenait pour se déplacer, à quel arrêt elle prenait le bus, ou encore où elle en descendait, et régulièrement, Daniel demandait ce que portait comme vêtement Sanae, comme s'il cherchait, en fait, à savoir à quoi elle ressemblait, ce qu'elle faisait à quel moment, pour la voir. Peut-être que Daniel était, sans que Sanae le sache encore, un stalker. Et tout ça, du coup, ça l'a fait un peu cogiter. Du coup, elle envoie un message à un moment donné à Daniel en disant qu'elle ne veut pas le rencontrer, que ça n'arrivera pas de sitôt en tout cas. Enfin ça, c'est peut-être ce qu'elle aurait dû faire. Parce que ce qu'elle a fait, c'est laisser les choses couler. Elle se dit en fait, j'ai pas besoin de lui dire d'aller se faire voir ou quoi que ce soit, parce que je ne me soucie pas de lui. Donc si je ne me soucie pas de lui, pourquoi ça me poserait un problème qu'il fasse tout ça? Elle se dit, au fond d'elle, bon, quels sont les risques que ce soit quelqu'un de dangereux? Le risque n'est jamais de zéro en tout cas. La période scolaire reprend. Les vacances sont terminées. Et cette période-là, ça rassure un petit peu plus Sanae parce qu'elle se dit que Daniel devait lui aussi suivre son cursus scolaire et que du coup il était beaucoup moins disponible pour venir la voir. Elle se dit que le seul endroit où elle pourrait potentiellement le croiser, c'est le fameux centre commercial où il travaille. Du coup elle se dit, si jamais je suis amené à aller dans cet endroit, il faudrait que j'y aille à des heures où je suis sûr que je ne croiserai pas. Et Sanae se rend compte qu'elle pense quand même beaucoup à cette situation. Peut-être plus qu'elle ne veut bien se l'avouer. Elle ne veut pas s'avouer que d'un côté, tout ça lui fait un peu peur. Et penser à tout ça, ça l'énerve même. Mais elle veut pas être méchante avec le Daniel, lui dire « t'es un taré, arrête de me poser des questions, arrête de me parler ». Elle veut pas non plus le vexer, car elle se dit que peut-être c'est juste un jeune homme qui ne sait pas forcément parler, qui est très insistant sans s'en rendre compte. Néanmoins, Daniel, lui, il lâche pas l'affaire, il continue de la bombarder de SMS. Sanae répond, des fois, de temps en temps, et à un moment donné, de manière très polie, elle dit qu'elle a bientôt des examens et qu'elle ne veut pas être distraite et que c'est pour ça qu'elle ne répondra pas. C'est à partir de là qu'elle a commencé à ignorer totalement les messages de Daniel. Mais là encore, rebondissement dans l'affaire. Elle reçoit un message d'un autre numéro, un numéro qu'elle ne connaît pas. Surprise, mais également curieuse, Sanae répond à ce numéro, elle demande qui est-ce. Et devinez qui c'était. C'était moi. Non, c'est pas vrai. Je n'ai rien à faire dans cette histoire. C'était Daniel, également, vous vous en doutiez sûrement, qui utilisait le téléphone de sa mère pour contacter Sanae. Et Daniel n'est pas très content que Sanae ait répondu à ce numéro de téléphone. Il dit « Attends, tu lui réponds à elle, au téléphone de ma mère, mais pas à moi ». Sanae, elle en peut clairement plus. Elle se dit « C'est une blague ». Le temps passe encore un petit peu. Sanae revient d'un concert, elle rentre chez elle, et là sa mère l'interpelle pour lui dire qu'une de ses connaissances, du nom de Morley, l'a appelé. A appelé chez elle, il est tombé sur la mère et il aurait demandé si Sanae était là et si elle avait un petit ami. Sanae, elle est très surprise parce que Morley, c'est un de ses camarades de classe qui date du primaire, donc quand elle était petite, elle ne lui a jamais pu trop parler à partir de cette époque, et bien que sa mère et la mère de Morley échangent encore occasionnellement, ils n'avaient aucun lien. Elle se dit, je comprends pas ce qui se passe. Et le lendemain, le fameux Morley la rappelle. D'abord, il s'excuse de la déranger, mais il dit qu'il a vraiment besoin de lui poser une question. Il pose donc la fameuse question, est-ce que tu as un petit ami? Sanae répond la vérité, elle dit que non, et là Morley semble assez surpris. Il dit mais est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Daniel? Là Sanae va raconter un peu d'histoire, elle va dire que oui, ils ont échangé un peu par SMS, mais rien de plus. Là Morley va révéler que ce fameux Daniel fait partie de son groupe d'amis, mais assez vaguement, parce qu'il traîne avec les amis de Morley, mais personne n'aime réellement Daniel. Et bon, sujet de conversation classique pour un groupe de garçons, il parlait de filles. Et ce Daniel en serait venu à raconter que Sanae était sa petite amie. Et il aurait donné d'ailleurs beaucoup de détails à ce sujet-là pour légitimer ce qu'il racontait. Il disait à quoi elle ressemblait, ce qu'elle portait comme type de vêtements, ce qu'elle suivait comme cursus scolaire, plein de détails en soi que Sanae lui avait donné au cours des conversations plutôt banales qu'ils avaient eues entre eux. Et c'est là qu'on va rentrer un peu dans le sordide. Parce que ce fameux Daniel,
il racontait pas juste ça. Des fois, il se pointait à son école avec un sac rempli de vêtements, pas des vêtements de Sanae mais des vêtements à lui, et il disait qu'il avait passé la nuit chez elle, et il racontait comment il l'a bourlingué dans tous les sens. On a affaire à un sacré cas là. Sauf que il s'arrêtait pas, hein. Il racontait ça en boucle et en boucle et en boucle. Et à un moment donné, il en est venu à montrer une photo de Sanae. Et c'est là que Morley a reconnu Sanae et qu'il a pris la décision de l'appeler pour savoir si le fait qu'ils étaient ensemble était vrai ou pas. Morley, au téléphone en apprenant tout ça, que Sanae n'est pas la petite amie de Daniel, est assez choqué, il est assez énervé, il dit qu'il a eu des propos assez méchants, très crus à son égard, et du coup il voulait savoir si c'était vrai ou pas. La conversation se termine, et Morley dit qu'il rappellera Sanae quelques jours plus tard. Néanmoins, pour le Daniel, ça ne s'arrête pas là. Il continue d'essayer de contacter Sanae en boucle, sauf que Sanae, après avoir entendu ce que lui racontait à son groupe de potes, elle avait clairement pas envie de lui parler. Elle a donc décidé de bloquer son numéro de téléphone. Elle aurait peut-être dû le faire avant. Le temps passe un petit peu, et une journée, après les cours, vers 18 h, elle reçoit un appel. Un appel de Morley, de nouveau. Morley raconte que ce jour-là, à l'école, Daniel est revenu avec un sac de vêtements comme une autre fois, et qu'il racontait de nouveau à quel point il avait bourlingué Sanae dans tous les sens et qu'il avait passé la nuit chez elle. Sauf que là, Morley, lui, il est au courant que c'est faux. Du coup, il l'a affiché devant tout le monde. En gros, il raconte tout ce que Sanae lui a dit. Il dit « Arrête de mitonner, vous ne vous êtes jamais vu, vous avez juste parlé un petit peu par SMS, mais c'est tout. » Daniel a dû très mal prendre ce qui avait été dit, parce que cette nuit-là, le téléphone de Sanae n'a pas arrêté de sonner, non pas par des appels de Daniel, mais par des appels qui venaient du numéro de sa mère. C'est normal, le numéro étant bloqué, il ne pouvait plus la contacter. Et il y a une personne dans cette affaire qui voit un peu le truc de loin et qui se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est la mère de Sanae. Elle se pose des questions, pourquoi son téléphone n'arrête pas de sonner, et Sanae lui raconte toute l'histoire. La mère décide de décrocher au téléphone, et elle tombe sur Daniel. Daniel est un peu surpris de tomber sur la mère de Sanae, et il dit qu'il doit absolument lui parler. Sauf que la mère, elle est catégorique, elle refuse. Elle dit « Écoute mon petit gars, on n'appelle pas les gens comme ça toute la nuit, c'est inapproprié, t'arrêtes. Et t'arrêtes pas seulement de l'appeler cette nuit, tu arrêtes de l'appeler tout court. » Daniel ne se décourage pas pour autant, il essaye toujours de contacter Sanae, et Sanae lui envoie une seule fois un message pour lui dire « Laisse-moi tranquille ». Bon, l'histoire est quasiment finie, je vais vous dire comment ça s'est terminé. Daniel a essayé d'appeler Sanae avec un troisième numéro, sauf que la mère de Sanae, elle en pouvait plus. Elle trouvait ça totalement inapproprié et saoulant. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé avec son numéro à elle, la mère de Daniel. Elle a tout raconté, et à partir de ce moment-là, Sanae n'a plus une seule nouvelle du jeune Daniel. Et quelqu'un refait son apparition, un peu plus tard. L'ami qui a mis en soi en relation Daniel et Sanae, Hong. Il appelle Sanae pour dire qu'il avait découvert ce qui s'était passé, qu'il était très choqué. Il dit que Daniel était plus une connaissance qu'un véritable ami, et qu'en fait, le fameux soir où il a réussi à choper le numéro de Sanae, en fait, Hong était tout seul chez lui, Daniel s'est présenté à lui, et en fait il s'est un peu imposé quoi, il voulait pas partir. Et du coup, Hong a passé une soirée avec Daniel comme ça un peu à contre-cœur. Ce qui a déclenché ensuite derrière la fameuse soirée où Daniel a pris le numéro de Sanae, et ainsi de suite. Cette histoire maintenant est terminée. On n'a pas affaire à quelque chose d'horrifique vraiment, où le mec va vouloir la tuer et tout, mais c'est quand même très grave de voir les rumeurs que Daniel a lancé à l'encontre de Sanae. C'est très grave de voir ça. Après, c'est très grave aussi de voir à quel point ce Daniel était un mythomane, parce que là, on voit ça dans une sphère très jeune, mais ça aurait pu évoluer d'une manière beaucoup plus grave. Typiquement, pour moi, ce genre de personne, alors soit c'est quelqu'un qui n'est pas doué socialement, et du coup, il ne sait pas avoir d'interaction sociale normale avec les gens, et du coup peut-être il faudrait voir un psychologue, ce genre de choses, ou alors c'est clairement un stalker, psychopathe en devenir, parce qu'on voit qu'il va carrément chez Sanae comme ça, sans qu'on lui demande rien du tout, avec un peu plus d'assurance et d'âge, qui sait ce qu'il aurait été capable de faire. Peut-être d'agresser Sanae, peut-être de s'infiltrer chez elle, peut-être de la kidnapper, qui sait. On ne sait pas du tout ce qui aurait pu se passer si jamais il avait été un peu plus vieux ou qu'il aurait peut-être un peu plus d'assurance. Et heureusement d'un côté qu'on ne le sache pas. Maintenant on va voir l'histoire de Ethan. Ethan est un jeune garçon qui en été 2015 a emménagé dans une maison avec un colocataire qu'il ne connaissait pas, qui s'appelle Mike. Mike était quelqu'un d'un peu asocial, qui avait un comportement assez étrange, et ça va se justifier, vous allez le voir pendant l'histoire. Ethan avait grand besoin d'un logement. C'est pour ça qu'il a accepté cette colocation avec Mike, bien qu'il ne le connaissait pas. Et au fur et à mesure du temps, il a fait un peu sa connaissance, ce qui est plutôt logique. Il apprend que Mike est quelqu'un qui se drogue. Il se drogue, mais sinon à côté de ça, il mène une vie normale. Il travaille, mais il travaille totalement drogué. Mais le comportement plutôt chelou de Mike ne va pas s'arrêter là, loin de là. Quand il était dans des états de transe
plutôt intense, il faisait des blagues, mais des blagues assez tordues. Il disait « J'espère que tu ne sens pas l'odeur qui vient du sous-sol. Si tu sens quelque chose qui vient du sous-sol, ne va pas voir, essaye de ne pas y penser, ce genre de choses. » Il était très insistant par rapport à ça quand il était en état de transe. Et justement, à force d'en parler, forcément, Ethan, il y pensait beaucoup. Et à un moment donné, justement, Ethan, il pose une question, il dit « Mais pourquoi tu me parles de ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol qui fait une odeur aussi nauséabonde dont tu me dis de ne pas me méfier ?» Et Mike va dire « T'inquiète pas, j'utilise des produits chimiques pour me débarrasser des corps. » Et il dit ça avec un sourire malsain. Donc forcément, Ethan, il est pas très bien à ce moment-là. Il est pas très bien, mais il se dit, c'est pas un tueur, il a juste un sens de l'humour pourri. Le temps passe encore, et Mike va commencer à être assez insistant sur autre chose. Il va souvent demander quels sont les horaires de Ethan qui travaillait. Il demande à chaque fois, est-ce qu'aujourd'hui tu comptes sortir? À quelle heure? Où tu vas? Pour combien de temps? C'est quoi tes heures de travail? Tu reviens à quelle heure? Tu pars à quelle heure? Vous voyez, il va être très insistant sur ça pour savoir quand est-ce qu'il est tout seul chez lui. Un jour, Ethan est rentré à une heure qu'il n'avait pas annoncée à Mike. Et il a été surpris d'entendre quelque chose qui l'a un peu choqué, même beaucoup. Il entend un son venir du sous-sol, mais pas de la musique ou ce genre de choses. Il entend des cris, comme si c'était des cris étouffés. Ethan a regardé un petit peu dans la maison, mais Mike n'était pas là. Il n'était pas là en tout cas dans les pièces principales de la maison. Donc il était potentiellement au sous-sol. Et il était sûr que Mike était là parce que sa voiture était dans l'allée. Donc s'il n'avait pas été là, la voiture n'aurait pas été là. Logique. Donc il se dit, Mike est forcément quelque part dans la maison. Et vu que je ne le vois pas, il est très certainement au sous-sol. D'où viennent les cris. À d'autres occasions, Ethan remarquait que Mike mettait de la musique très fort. Il se disait que c'était peut-être pour étouffer les cris qu'il avait précédemment entendus. Une autre fois, alors que Mike était en transe, il faisait des remarques sur les prostituées, disant qu'elles ne méritaient pas de vivre, qu'il faudrait que quelqu'un s'occupe d'elles, que personne ne se souciait d'elles, que lui il était prêt justement à faire ce travail. Vous voyez, des propos très malsains, surtout quand tu as vécu tout ce que Ethan a vécu juste avant. Et c'était un sujet qui revenait assez régulièrement, la violence vis-à-vis des prostituées. Et à un moment donné, il va dire d'ailleurs autre chose qui va encore une fois mettre la chair de poule à Ethan. Il va dire, moi je pourrais les tuer, je suis un homme blanc qui a une carrière professionnelle, une maison, une voiture, qui m'accuserait? Jamais la police ne pourra me soupçonner. Et justement, ces mots-là, ça fait écho dans l'esprit d'Ethan. Il se dit, ok, c'est très redondant ce genre de sujet, ce sont des pensées très particulières, j'ai bien peur que ce qu'il me dit là, ce n'est pas une blague. Là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi Ethan ne se barre pas? Ben tout simplement, il n'a pas beaucoup d'argent. Et déménager, ça coûte un peu de sous. Et à ce moment-là, il n'a pas encore les moyens. On avance encore un peu dans le temps. Ethan faisait tranquillement sa lessive, quand une odeur vient lui chatouiller les narines. Une odeur nauséabonde. L'odeur d'un corps en décomposition. La maison où il vit est relativement récente, donc ça ne pourrait pas être une odeur de moisissure qui venait des murs ou ce genre de choses. Et en plus de ça, l'odeur semblait venir d'une direction bien particulière, le sous-sol. Ethan fait quand même un petit tour de la maison pour voir s'il n'y aurait pas peut-être un rat mort quelque part ou quelque chose comme ça. Il ne voit rien. Il va donc penser à une petite stratégie pour demander à Mike un peu plus d'informations. Il se dit qu'il va lui poser une question, sous la forme un peu d'une blague. C'est ce qu'il a dit une fois qu'il a recroisé Mike. Il a dit « Mec, tu devrais faire un meilleur travail. Je sentais l'odeur de la décomposition jusque dans la lingerie. » Et là, Mike l'a regardé avec des yeux ébahis, un peu choqué, mais pas choqué en mode « Qu'est-ce que tu me dis ?» Choqué en mode « Tu sais ». En bégayant, Mike répond « Vraiment? Ah bon ?» Et sur ses positions, Ethan va dire « Ouais, vraiment ?» Et Mike répond « Merci de me l'avoir dit ». Et il s'enferme dans sa chambre après ça. Quelques jours plus tard, Ethan se rend compte que Mike va dans le vide sanitaire qui se trouve dans le garage, et il entend que Mike l'appelle. Ethan va le voir, et là Mike lui fait une demande un peu étrange. Il essaie de le convaincre de rentrer dans le vide sanitaire. Un vide sanitaire, si vous ne savez pas ce que c'est un espace qu'il y a sous la maison. Cette demande a totalement tétanisé Ethan. Il réfléchit rapidement pour se dire « Ok, comment je fais pour refuser ?» Parce qu'il se dit que s'il rentre là-dedans, il n'en sortira pas. Il trouve une excuse toute bête, il dit « Mince, je dois aller quelque part » et fort heureusement, ça fonctionne, ça prend. Après cet événement, Ethan remarque que Mike reste pas mal de temps enfermé dans le sous-sol, avec la porte cadenassée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ethan ne s'y est jamais aventuré, même quand Mike n'était pas là. Il avait bien trop peur de voir ce qu'il aurait pu y découvrir. Mais après coup, il se dit que peut-être il aurait dû, peut-être qu'il aurait pu sauver des vies. À quelques occasions, Mike a partagé certaines choses assez étranges mais quand même explicites à son colocataire, Ethan. Il lui a montré des vidéos de bondage, des vidéos des stuff movies, et tout ça, ça a poussé Ethan, en 2016, à déménager, à quitter les lieux. Il n'en pouvait plus. Il s'est dit,
je peux pas rester là-bas. Il a donc réfléchi à une solution pour partir sans que ça lui coûte de l'argent. Il a décidé de partir en voyage humanitaire. Aujourd'hui, 1 an et demi après cette histoire, Ethan repense souvent à ce qui se passe. Il regarde des fois sur Google Maps la fameuse maison et essaie de voir si Mike y vit toujours, s'il voit toujours son véhicule, ce genre de choses. Il se dit à chaque fois, est-ce que je devrais appeler la police ou pas? Ou est-ce que maintenant c'est trop tard? Et finalement, il a pris la décision de le faire. Il a contacté la police locale de là où vivait Mike. Il a donné autant d'informations que possible et il ne sait pas comment s'est conclue cette affaire. Lui, il sent que sa conscience est plus légère, il se dit ça y est, j'ai fait mon devoir, j'ai prévenu, s'il y a quelque chose, tant mieux, il sera peut-être arrêté, s'il n'y a rien, bon, c'est pas grave, il aura été contrôlé et puis on oublie cette histoire. Ce témoignage s'arrête ici. Selon vous, Mike, tueur, qui potentiellement pratique cette activité criminelle dans son sous-sol, ou alors juste quiproquo, et en fait il faisait rien de chelou. Si on prend toutes les informations qui ont été données par Ethan, c'est-à-dire les propos que Mike tenait, son comportement étrange, les odeurs, ce genre de choses. Dites-moi vous en commentaire, selon vous, quelle est la vérité vis-à-vis de Mike? Peut-être qu'il y aura une update de ce post Reddit un jour où Ethan apprendra la finalité de cette histoire et de ce qui lui est arrivé. Les amis, j'espère que ces 2 threads Reddit vous ont plu, qui vous ont intéressé. Je vous avais prévenu que c'était des histoires qui étaient assez longues, hein, mine de rien. Mais bon, on va en débriefer en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, ces threads que je vous avais pas encore racontés, comment vous les avez trouvés? Moi, je les ai trouvés très sympas, très sur la longueur. Ils abordent des thèmes assez spécifiques. C'est pas forcément des situations de tous les jours. La situation de Sanae, c'est peut-être celle que les femmes ou les filles peuvent rencontrer principalement, c'est-à-dire un jeune garçon lourd. Après là on voit vraiment que le Daniel il va très loin en racontant vraiment des mensonges et des mensonges très sales. Après la situation d'Ethan, elle est un peu plus spécifique. Certes on a quelqu'un qui emménage dans un logement, mais après tout ce qui se passe derrière, c'est-à-dire ce comportement un peu de tueur qui a Mike, ça je sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la vie courante. En tout cas les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!